Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien bombardier sur le rôle crucial des institutions financières en temps de crise. Ce webinaire est co-développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il est réalisé en collaboration avec Hydro-Québec, Ivanhoe Cambridge, La Presse, Montréal Gazette et Rogers. Je cède maintenant la parole à Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bon, bonjour à tout le monde. Alors, vous êtes plus de 800 aujourd'hui avec nous. C'est un témoignage de l'importance de la discussion de ce matin. Je veux d'abord remercier Charles Milliard et la FCCQ. C'est une initiative qu'on a imaginée conjointement et qu'on voulait tenir ensemble. Je remercie nos panélistes, je vais les nommer. Ils sont 6 représentants de nos grandes banques, nos grandes institutions financières. On a avec nous Stéphane Achard, qui est le premier vice-président de la direction entreprises et assurances de la Banque nationale. Marie-Claude Boisvert, qui est la première vice-présidente de services aux entreprises du Mouvement Desjardins. Sylvie Demers, qui est présidente direction du Québec pour la Banque TD. Claude Gagnon, président BMO Groupe Financier Québec. Nadine Renaud-Tinker, qui est présidente direction du Québec RBC Banque Royale. Et Stéphane Terrien, vice-président exécutif services aux entreprises et aux particuliers de la Banque Laurentienne Groupe Financier. L'événement de ce matin, on l'a pensé avec 3 idées en tête fondamentales. La première, c'est l'importance de la robustesse de nos systèmes financiers, de nos institutions financières en temps de crise. Et si on vit une crise majeure, c'est bien celle-ci. Alors, on devait faire le point comment se comporte notre système financier. Le deuxième élément, évidemment, c'était de parler des mesures, de parler de ce qui a été mis en place pour voir si ça fonctionne bien du point de vue des institutions financières. Et le troisième élément, c'est évidemment de voir comment les institutions financières auront et ont déjà un rôle à jouer dans la réussite de la relance, la réussite de ce qui s'en vient devant nous. On va avoir une bonne discussion. Ça va se passer sous une forme de questions-réponses, d'échanges. On a reçu des questions du public avant qu'on a intégrées dans les questions qui vont être posées. Et on aura donc l'occasion de couvrir plusieurs sujets. Avant d'amorcer la discussion, j'aimerais donner la parole à Charles Milliard, le PDG de la FCCQ, qui était un formidable collaborateur dans l'organisation de cet événement. Charles, à toi la parole. Alors, merci beaucoup, Michel. Merci et bienvenue à tous à cette causerie virtuelle qui est co-développée avec la Chambre. Je veux vraiment prendre le temps, moi aussi, de remercier Michel et la Chambre. Je pense que quand l'une des plus importantes chambres au Québec, au Canada, s'associe à un groupe comme nous qui représente, dans le fond, plus de 130 chambres de commerce au Québec, on peut générer un événement d'une qualité exceptionnelle comme ce matin avec le panel qu'on a qui, je crois, est d'une qualité A1. Et je crois que le nombre de personnes qui se sont joints à nous ce matin prouve la pertinence donc de cette idée. Alors, merci beaucoup à l'équipe de la Chambre. Vous le savez, les institutions bancaires sont au fondement de notre économie depuis les débuts du Canada, depuis les débuts du Québec. C'est vraiment une partie incontournable de notre tissu économique. Ce sont des gens avec qui on collabore dans le quotidien et on le fait encore plus dans le cadre de la relance avec tous les enjeux qu'on a évidemment au niveau de la disponibilité des revenus et des liquidités qu'on rencontre partout au Québec. Ce sont des institutions aussi qui doivent jouer un rôle de lobbying politique aussi, hein, de relations gouvernementales. Donc, beaucoup de collaboration avec les gouvernements, avec des organismes qui sont reliés au gouvernement comme la BDC, EDC. Alors, ils sont vraiment, je vous dirais, au cœur de la tempête en ce moment. Et je crois qu'il faut saluer quelques gestes concrets qui ont été faits par la très grande majorité des institutions financières. Je pense entre autres aux baisses de taux d'intérêt sur certaines cartes de crédit. Je pense à l'augmentation des marges de crédit pour le fonds de roulement à court terme pour plusieurs de leurs clients et des moratoires sur des remboursements de capitaux sur les emprunts pour plusieurs mois. Alors, tout ça se vit un peu partout au Québec, se vit évidemment à Montréal, mais se vit aussi beaucoup en région. Puis vous savez qu'à la Fédération, on se préoccupe beaucoup du sort des régions. Alors, on aura l'occasion au cours de la discussion d'aborder le thème de la contribution des institutions financières dans les régions. Alors, on a beaucoup de panélistes. On veut maximiser le temps pour les entendre. Alors, Michel, je te recède la parole et j'aurai l'occasion d'intervenir à quelques reprises. Merci à tous.
Alors, commençons. Euh, je l'ai dit rapidement, mais dans une crise, il y a des piliers qui ne doivent jamais céder. J'ai comparé les banques au barrage pendant l'ouragan. La dernière chose qu'on veut, c'est que le barrage cède parce que déjà, on a l'ouragan à gérer. Je vais commencer en posant une question lourde de signification. Je vais l'adresser à Claude Gagnon de BMO. Claude, notre système financier canadien, au moment où on se parle, est-il assez robuste pour bien traverser la crise à laquelle on fait face? Excellente question, Michel. Puis merci pour cette question. Puis bonjour à tous. Je sais que vous êtes en grand nombre ce matin. Comme Charles le mentionnait à peine une couple de minutes, tout d'abord, si je regarde juste BMO, là, le système bancaire canadien, BMO a été fondé au-delà de 200 ans passés. Ça fait 203 ans. Et c'était donc la première banque canadienne. Et BMO a même joué le rôle de Banque du Canada. On a commencé finalement 50 ans avant la formation du Canada. 1817, Canada fondé en 1867. Et on a joué le rôle de Banque du Canada jusqu'à 1935. Quand on regarde au niveau du système bancaire canadien, excuse-moi, le système bancaire canadien a été vraiment, là, en quelque sorte, la pierre d'assise sur laquelle notre pays a été bâti. Et aujourd'hui, le système bancaire canadien fait l'envie du monde entier. Au fil des ans, les banques canadiennes sont passées à travers bien des crises et ont su raffiner un système dont le principe de base stipulait que les liens entre les institutions financières et le gouvernement garantiraient un environnement stable et tout en inspirant confiance et respect tant au pays qu'à l'étranger. Par exemple, durant la crise financière, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, 2008-2009, que tout le monde se rappelle et qui a ravagé le système financier mondial, eh bien, les banques canadiennes ont réussi à éviter les turbulences tout en protégeant notre économie canadienne. À l'époque, ceux qui voyaient le système bancaire canadien comme lourd et réticent au risque ont finalement reconnu que nos pratiques prudentes, ainsi que notre réglementation fondée sur des principes de sécurité et de rigueur, constituaient un filet protecteur incontournablement nécessaire pour évoluer dans un environnement financier de plus en plus complexe. En fait, les banques du Canada sont considérées parmi les plus stables au monde. Mais une chose toutefois qu'il faut se rappeler, c'est que le système financier mondial, c'est comme un respirateur sur lequel tout le monde est connecté. Puis il faut faire bien attention, puis avoir finalement je dirais, les médicaments à ces virus, parce que quand le virus rentre dans le système, ben, tout le monde pogne la grippe. Là. Et cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, pendant cette crise de la COVID-19, qui exerce des pressions financières sans précédent sur l'ensemble de nos clients. Rapidement, et avec la collaboration des différents paliers de gouvernement, nous avons pris et nous avons mis en place des solutions de report de paiement, de réduction de taux, de prêts d'urgence, de renégociation d'entente. Et dans la majorité, ça a été du cas par cas pour répondre vraiment aux besoins des clients. Cependant, à cause de cette pandémie, le monde se trouve aujourd'hui en récession. Le Canada et le Québec n'y échappent pas. Les pertes financières seront lourdes, certes, mais la solidité de nos banques et de notre système financier est un atout qui en atténuera certainement l'impact dévastateur sur l'économie canadienne et québécoise. La bonne performance, la robustesse et la stabilité des banques ont de multiples avantages pour l'économie et il est important d'en comprendre toutes les facettes et de bien saisir l'ampleur de cette contribution. Premièrement, les banques emploient environ 450 000 personnes au Canada, dont un peu plus de 90 000 personnes ici au Québec. Donc, toute une contribution au niveau financier. Et l'industrie est donc un employeur important et ainsi contribue de manière substantielle aux revenus des différents gouvernements. Deuxièmement, les banques participent au bien-être de nos communautés par des dons et des commandites majeurs à une multitude d'organismes du domaine de l'éducation, de la santé, du sport, de la culture. Pendant la pandémie, les banques ont donné plus de 10 millions aux organismes de proximité des personnes vulnérables. Et troisièmement, et c'est moins bien connu, mais les banques, par l'entremise de leur actionnariat, génèrent aussi des dividendes. Des fois, c'est un peu critiqué, là. Environ 77 à 80 des actionnaires qui sont canadiens, soit institutionnels ou particuliers. Donc, le revenu des dividendes est un élément essentiel pour l'épargne retraite de beaucoup de Canadiens.
Et Dieu sait que le Québec est en fait, la deuxième population sur la planète qui vieillit le plus vite après le Japon. Donc, on a notre part importante de personnes vieillissantes. Au cours des 75 dernières années, aucune des grandes banques n'a réduit ses dividendes et nous n'avons aucunement l'intention de le faire prochainement. La stabilité est au cœur de notre système financier, et il est crucial que nos institutions financières et les gouvernements s'efforcent par tous les moyens de la préserver. Michel, j'espère que ça répond clairement à ta question. Merci, Claude. J'avais une sous-question, mais tu y as un petit peu répondu, mais je veux juste attirer l'attention parce qu'on l'a vu, la Banque centrale européenne a demandé aux banques en Europe de suspendre les paiements de dividendes. Et ils l'ont fait. Et ça fait mal à énormément de retraités, aux fonds de pension. Claude, tu l'as dit. Je vais demander à Stéphane, vous êtes du même opinion, tout le monde, là? L'intention du Canada, c'est vraiment de maintenir les paiements de dividendes parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour qui c'est important comme source de revenus dans les temps difficiles. Oui, puis je fais écho au propos de Claude. Puis sincèrement, Michel, la réalité, c'est que ce n'est pas la même crise que 2008. Alors, il faut se rappeler que 2008, c'est une crise qui a été créée par les institutions financières américaines. Et puis, on a vu des joueurs tomber à ce moment-là. Ce n'est pas la même dynamique. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Oui, on tombe en récession. Vous allez voir, puis les auditeurs vont voir, le Desjardins a annoncé ses résultats cette semaine. Les banques vont le faire dans 15 jours. Claude l'a bien dit, les pertes vont être pour tout le monde beaucoup plus élevées parce qu'on a des scénarios qui sont et des méthodes qui sont internationales. On a des normes pour quantifier ces pertes-là. Ça va surprendre les gens, mais il faut rassurer la population. S'il y a une industrie, puis on a souvent parlé de l'industrie pétrolière au Canada, moi j'ai toujours dit que la plus belle industrie au Canada, c'est ces institutions financières. Alors, vos banques, elles sont solides et il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Le message, il ne peut être, on ne peut plus clair. Merci. Peut-être on va poursuivre sur un autre élément que dit Claude, puis je vais demander à Sylvie Demers. Les banques, ce sont des grands employeurs. Vous, là, comme organisation, vous avez dû vous adapter. On va parler après de comment vous avez travaillé avec l'écosystème et les entreprises. Mais vous, comme institution, comme organisation, comment qualifierais-tu l'adaptation que vous avez subie au temps de la COVID-19? Bien, je pense que c'est important de commencer mon commentaire en disant que tout le monde sait que les banques ont agi dans un cadre très, très réglementé. Et habituellement, c'est des grands bateaux à tourner. Donc, quand on veut changer quelque chose, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'analyse, de réglementation et tout. Et ce qui m'épate vraiment qui est arrivé là, dans tous les banques à travers le Canada, puis quand on dit banque, j'ai inclus Desjardins avec ça, comme toutes les entreprises, il a fallu s'harmoniser là, avec les mesures d'urgence sanitaire du gouvernement. Et à ce point-là, tout le monde a fait preuve d'une grande agilité. Alors, soudainement, on a commencé à être capable de bouger des choses rapidement. Et ça, on a mis en place beaucoup de nouveaux processus pour continuer à répondre aux besoins de nos clients, toujours en naviguant là, avec la nouvelle réalité de distanciation. Alors, habituellement, j'envisage là, comme je disais, ça prenait énormément de temps et maintenant, on a réussi à le faire en quelques semaines. Comme plusieurs grandes entreprises, le télétravail est devenu rapidement la norme. Entre autres pour nos banquiers commerciaux puis tous nos employés de ligne d'affaires autres que nos succursales. Évidemment, nos employés de succursales, eux, doivent toujours être de première ligne. Et par contre, leur réalité dans les succursales a changé énormément parce que on a mis en place un système de distanciation, les plexiglas, les marqueurs de distanciation autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a limité l'accès. On a mis des triages, pas pour rendre la vie difficile à nos clients, mais pour protéger les gens, autant nos employés que nos clients lorsqu'ils viennent nous rencontrer. Évidemment, nos employés, c'est nouveau, c'est pas quelque chose qu'ils devaient faire, alors ça s'est pas toujours fait 100 heures au début, mais maintenant, je pense qu'on est rendu, l'expression anglaise, on dit business as unusual, donc on s'est habitué dans cette anomalie-là à devenir un peu meilleur. D'ailleurs, je veux prendre le temps parce que souvent, à juste titre, on a toujours parlé des travailleurs de la santé et de l'alimentation comme étant des employés d'industrie essentielle. Et malheureusement, on n'a pas souvent parlé du fait que l'industrie financière
les gens continuent à travailler, soit à la maison ou soit les gens de succursale qui sont là, qui doivent rencontrer les clients. Alors, je voudrais saluer tous ces gens-là qui font un travail exceptionnel, mais aussi qui doivent conjuguer, comme tous les gens, avec les défis que ça l'occasionne, autant dans leur vie personnelle qu'au travail. Alors, une dernière chose, je pense que Claude l'a touché un peu, mais c'est important de mentionner qu'il n'y a pas eu de perte d'emploi dans l'industrie financière. Il va y avoir des dividendes, mais on a gardé nos employés, même s'il y en a qui travaillent de la maison. Alors, le but n'étant pas de couper nos services à la clientèle, au contraire, on essaie de se réinventer puis d'être encore meilleur. Et au point aussi de tantôt que Claude a touché, tous les dons philanthropiques et les grandes commandites, à ce que je sache, je sais qu'à la TD, c'est comme ça, puis je suis persuadée que c'est comme ça dans toutes les institutions financières. Il n'y a pas eu de grandes commandites qui ont été retirées malgré que les événements n'ont pas lieu. Parce qu'on est tous conscients que ces entreprises-là, ces festivals-là, les grandes campagnes pour le cancer, il n'y a pas de pause à cause du COVID, là. OK? On va avoir ils ont besoin de notre soutien. Et ça a été maintenu par tous les grands joueurs corporatifs, incluant les institutions financières. Puis je pense que ça va aider le Québec à repartir plus facilement au retour d'un semblant normal. Merci Sylvie. On va passer au bloc 2. Là, on a bien compris à quel point les banques traversent cette crise, vous l'avez dit, en gardant les services ouverts, en gardant le personnel, en essayant aussi de dégager ce qu'il faut pour pouvoir payer les dividendes. Alors, donc, on est rassuré. Deuxièmement, là, vous avez un rôle à jouer. On va commencer par vos clients traditionnels. Nadine, vous avez eu dès le début, j'imagine, tous vos clients traditionnels qui se sont pointés, certains avec des enjeux de liquidité, d'autres avec des transactions en cours. Comment qualifierais-tu la situation actuelle? Avez-vous stabilisé la relation avec vos clients traditionnels? Comment ça se passe? Merci et bonjour à tous. Alors, vraiment, là, mes collègues l'ont bien mentionné dès le début de l'appel, tout est chamboulé, hein, Michel? Alors, on apprend à travailler différemment, que ce soit au niveau des employés ou au niveau de nos clients. On ne voit plus les choses de la même manière également. Et puis, il le faut, là, si on veut être capable d'avancer, si on veut être capable de supporter nos clients à travers la crise, bien, il faut regarder les choses différemment. Nos clients cherchent à s'adapter, comme nous, là. Mais cherchent à s'adapter, ils cherchent à se faire supporter avec raison sur les dépenses d'opération, sur les salaires, les loyers, tout ça. Alors, évidemment, il y a beaucoup de travail qui a été fait, qui a été mentionné par Claude et Stéphane à date au niveau du court terme. Moi, je le résume souvent autour de tous les programmes d'adaptation qu'on a fait, qu'on a mis en place. Une grande résilience des banques et d'adaptation, mais aussi une grande résilience de la part de nos employés. Sylvie, tu l'as bien mentionné, là, qu'on soit en succursale ou qu'on soit en travaillant en télétravail, au commercial en entreprise ou en gestion de patrimoine. Ça demande énormément d'adaptation. Alors, comment est-ce qu'on supporte nos clients à travers tout ça? Nos résultats du passé ne représentent pas nécessairement le futur. Alors, quand tu parles de ratio d'endettement ou de cash flow, ben c'est sûr qu'on ne peut pas dépendre de ce qu'on connaît habituellement, nous, les banques. Alors, on se base évidemment sur le fait qu'on va supporter nos clients à travers la crise pour la très, très, très grande majorité. Notre rôle, c'est de pouvoir être là selon les besoins, que ce soit bancaire ou financier. Alors, de vivre une crise sans précédent comme ça, là, ça nous a forcé finalement à s'ajuster, pas seulement créer des nouveaux programmes avec nos partenaires tels que BDC, EDC, IQ, puis ça, on a tous mis des bons programmes en place pour pouvoir répondre aux demandes du marché, de la communauté et des clients. Mais c'est aussi de pouvoir comprendre chaque client individuellement. Alors, il a fallu qu'on peaufine notre coaching, notre développement de nos gens également, comment on est capable d'avoir une discussion et de prendre des décisions plus rapidement. Parce que ça ne fait plus dans la boîte. Alors, il n'y a plus de boîte en ce moment. La boîte, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait pour accompagner le client, tout en s'assurant qu'ils ne sont pas trop endettés. Alors, c'est sûr qu'il y a un équilibre à suivre.
Alors, un rôle d'accompagnateur pour aider nos entrepreneurs, je peux vous dire, et puis je pense que c'est le cas pour mes collègues aussi sur la ligne aujourd'hui, nos entrepreneurs sont très compréhensifs. Il y a personne qui veut s'endetter au point où tu ne peux pas te ressortir de la crise. Alors, c'est de garder cet équilibre-là, de pouvoir donner le souffle que nos entreprises ont besoin dans les prochains mois. Mais en même temps d'être capable de reprendre aussi au fur et à mesure qu'on est en mode reprise. Alors, Claude t'a parlé de moratoire, je sais Charles également, de tous les reports de paiement, les taux d'intérêt, tout ça. C'est toutes des petites situations pour aider les clients, mais à la fin de la journée, ce qui fait la différence, là, c'est quand on s'assoit avec notre client, virtuellement bien sûr, là, et qu'on leur parle selon leurs besoins. Alors, beaucoup de travail de ce côté-là, énormément aussi au niveau virtuel, et beaucoup d'appels proactifs et de discussions proactives. Là, on est rendu, en tout cas pour RBC, là, au niveau de nos clients entreprises, à la 3e ronde d'appels pour s'assurer de vraiment pouvoir avoir les discussions plus en profondeur, puis pouvoir passer à travers la reprise, puis parler du futur plutôt que du passé. Merci. On va poursuivre encore une fois sur votre rôle auprès des entreprises. On a reçu beaucoup de questions et je vais reprendre une question qui est venue de Régent Bourg, qui est vice-président principal de Marsh. Et ces questions-là ont tous attrait à la relation que vous avez eue avec les programmes gouvernementaux. Les gouvernements ont mis en place des programmes de garantie de prêt. Il y a eu le dépôt direct de la TCU, tout ça. Peut-être pour Stéphane Achard, comment qualifierais-tu l'efficacité du système, appelons-le gouvernemental et banques, dans la crise? Peut-être comment ça s'est passé, puis est-ce que maintenant on est rendu à une situation stable qui est parfaitement fonctionnelle? Comment tu vis la situation? Oui, puis tu fais bien, Michel, de dire gouvernemental et banque, là, parce qu'il y a eu, puis c'est pas juste les programmes. D'un, moi, je donnerais une cote de A+ sur les interventions des banques centrales, parce qu'il y a eu les programmes qui s'adressent directement aux entreprises, mais il y a eu toutes les actions posées par la Fed aux États-Unis, par la Banque centrale, la Banque du Canada ici, et partout dans le monde, dans le fond. Mais au Canada, ça s'est particulièrement bien fait à la Banque centrale. Alors, le quantitative easing, les disponibilités qui ont été mises, qui ont été offertes aux banques, dans le fond, pour maintenir les marchés. Ça a permis de maintenir les primes de liquidité, les réductions de taux qui ont été faites aussi de taux d'intérêt. Alors, comme banquier, on n'est jamais heureux de voir des réductions de taux d'intérêt importantes et drastiques comme celle-là. Mais à la fin, ça a stabilisé les marchés. Il y a à peu près une seule section là, qui est tombée, c'est les Term B Loans, là, les prêts à plus haut risque aux États-Unis. Mais au Canada, la liquidité est demeurée, donc la capacité des banques de prêter, ça a été super. Moi, j'ai été sur plusieurs nuits, je vous dirais, avec Finance à Ottawa, à élaborer les programmes d'aide. Là-dessus, je pense qu'on peut dire que le gouvernement a été énergique. Il a mis beaucoup d'emphase sur de nombreux programmes. Je m'amuse à dire qu'on en a peut-être même un peu trop, très sincèrement. Ma chatte a 2 oreilles et une queue et je pense qu'elle sera bientôt éligible pour un programme quelconque. Et on fait un peu de farce avec ça, mais la réalité, c'est qu'ils sont nombreux. Alors, on ne peut pas les repasser ce matin. L'idée, c'est de se diriger vers les sites des institutions financières sur le site du gouvernement fédéral. Sur la vitesse d'exécution puis la complexité, je serais plus de l'ordre d'une note de B là-dessus. Le programme à la petite entreprise, très, très bon. Mais il faut dire une chose, ça a quand même bien été. C'est une crise inhabituelle. Le gouvernement a choisi au Canada de mettre de l'argent avec la PCU dans les mains des particuliers en premier et ensuite des entreprises. On aurait peut-être pu avoir une facture moins lourde en passant directement par les entreprises et inciter les gens à rester sur les payes tout en étant à l'abri à la maison, comme ça a été fait dans d'autres juridictions. Alors, très sincèrement, ça risque de nous coûter un peu plus cher au global. La bonne nouvelle, c'est que le Canada avait un endettement nettement moins élevé. Il y a encore de la capacité pour le gouvernement canadien. Puis, on ne peut pas jeter la pierre au gouvernement pour la PCU. Il fallait quand même rassurer les Canadiens et les Québécois. Donc, dans ce sens-là, moi, je demeure quand même très heureux. L'autre élément, en terminant, c'est qu'on a vu clairement aussi que le gouvernement a constamment réévalué, réajusté les programmes. Et je peux vous dire que ce n'est pas terminé. Là. Il y a encore beaucoup de programmes qui vont changer. Vous avez vu les annonces sur la dette subordonnée, financement mezzanine.
il faudra trouver des solutions en matière d'équité aussi. Nadine l'a bien dit tout à l'heure, ça ne prend pas juste la dette. Donc, je pense que toutes les institutions regardent aussi comment on va faire pour pouvoir répondre aux besoins d'équité qu'auront nos entrepreneurs. Merci Stéphane. Nous-mêmes, je dirais, les regroupements, les associations, Charles pour en témoigner, on était en contact très, très étroit et on le demeure avec les représentants les plus haut placés dans les gouvernements. Et ce que j'ai eu comme écho, c'est que ça a été la même chose pour vous, les banques. Vous avez été au cœur des prises de décision en donnant votre avis. Puis je pense qu'effectivement, comme tu le dis, le gouvernement a réagi. Si tu permets, Michel, un élément qu'on oublie de mentionner aussi, c'est qu'on est la seule province canadienne à avoir une banque d'investissement provinciale. Et ça, c'est un atout marqué aussi pour les entrepreneurs du Québec parce que Investissement Québec, j'ai parlé du fédéral, mais Investissement Québec a été extrêmement agile aussi. On est tous au travail avec eux et c'est un atout de pouvoir s'appuyer sur les programmes fédéraux et ceux du Québec. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de provinces qui réfléchissent maintenant à la mise en place d'une banque d'investissement provinciale. Hey, moi j'aime ça quand parce que des fois, il y a dans le passé, il y a peut-être eu des critiques sur ce qu'Investissement Québec faisait, les banques, etc. Mais là, j'aime ça voir ce bel esprit d'équipe. J'aimerais revenir, puis on va parler, je demandais à Stéphane Terrien qui est avec nous, mais je pense qu'on ne peut pas le voir. Puis je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps sur cette question-là parce que ça nous est beaucoup posé. Simon Chapdelaine, président de la clinique Multisens, entre autres, qui est une start-up, pose la question. La crise, comme n'importe quelle crise, révèle des choses et elle révèle des modèles d'affaires difficiles qui ont déjà des défis. Et ça amène donc beaucoup de ces petites entreprises, puis des fois pas si petites, à se dire, pour que je m'en sorte, il faut que je change. Mais là, je change peut-être dans un des pires moments, là, d'enjeu de liquidité, enjeu de main-d'œuvre, incertitude sur mes clients, incertitude sur mes fournisseurs. Il faut quand même que je change si je veux avoir une chance. C'est quoi votre réaction comme banquier de voir un client qui est chambre en l'an et qui doit changer et qui vient vous voir pour changer? Peut-être, on va commencer avec toi, Stéphane Terrien, puis j'ouvrirai un petit peu aux autres par la suite, parce que c'est vraiment au cœur des réflexions de beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui nous écoutent. Stéphane, comment vois-tu la chose? Merci pour la question. Je commençais par dire que vouloir changer son modèle d'affaires, ce n'est pas l'apanage des petites entreprises. Je pense que les banques sont aussi dans le milieu de ce changement de modèle d'affaires aussi. Évidemment, la question était plus au niveau des PME. Je vous dirais que, et je parlerai au nom de mes collègues à ce niveau-là, toutes les banques sont ouvertes à accompagner leurs clients qui veulent changer leur modèle d'affaires. Lorsqu'une entreprise voit son environnement changer, lorsqu'une entreprise voit les habitudes de ses clients changer, ou lorsqu'un nouveau compétiteur arrive, et je pense qu'il est que normal qu'une entreprise désirant continuer de performer veuille se redéfinir en tout ou en partie. Je vous suggère 2 conditions gagnantes. Soit un plan d'affaires bien étoffé et un banquier connaissant bien l'industrie dans laquelle l'entreprise évolue. Au niveau du plan d'affaires, un bon plan d'affaires doit démontrer aux employés, à ses actionnaires et à son banquier la recette privilégiée pour gagner dans son industrie. À mon avis, un bon plan d'affaires doit être très bien aligné avec les attributs que la clientèle privilégie. Les entreprises les plus performantes ont pris la décision d'exceller dans quelques attributs tout en ayant le courage d'être moins performants dans d'autres attributs. Les entreprises désirant exceller dans tous les attributs finissent par être moyennes aux yeux de leur clientèle. Développer une proposition de valeur distinctive permet de mieux se définir auprès des clients. Il devient alors beaucoup plus facile de segmenter son marché et d'obtenir un niveau de satisfaction élevé auprès de sa clientèle cible et en bout de ligne de gagner et d'être plus performant. Le deuxième ingrédient pour bien réussir son changement de modèle d'affaires est son banquier. Je vous soumets que plus une banque, plus son banquier via son directeur de compte connaît l'industrie dans laquelle l'entreprise œuvre, plus les chances de voir son plan d'affaires accepté sont grandes. Les dirigeants d'entreprise recherchent de l'expertise, du support personnalisé à leur réalité.
les dirigeants ne veulent pas avoir à éduquer leur directeur de compte sur les caractéristiques de leur industrie. À la Banque Laurentienne, nous avons fait de la spécialisation par industrie notre axe stratégique principal. Ceci n'est évidemment pas unique à la Banque Laurentienne. Toutes les institutions financières ont choisi de spécialiser certains de leurs directeurs de compte par industrie. Toutes les banques ne sont pas spécialisées au même niveau, ni dans toutes les mêmes industries. À Laurentienne, nos sondages de satisfaction de notre clientèle sont beaucoup plus élevés dans les industries spécialisées de nos directeurs de compte que dans d'autres industries où nous avons des directeurs de compte qui sont plus des généralistes. En étant spécialisé par industrie, le directeur de compte, son gestionnaire, ainsi que l'équipe du secteur crédit seront en mesure de mieux comprendre et recevoir favorablement un changement de modèle d'affaires de leurs clients. Du côté des banques, les solutions technologiques vont continuer à se développer encore plus rapidement dans le contexte actuel, mais le rôle du directeur de compte, son service personnalisé et son expertise vont demeurer primordiaux dans la satisfaction de notre clientèle et pour le succès de nos clients commerciaux. Merci. Peut-être, Marie-Claude, je vois que ton micro est off, mais je voulais te demander, à partir de ce que Stéphane vient de dire, une question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il faut que j'arrive et j'aille voir mon banquier une fois que j'ai tout réfléchi, ou bien je peux aller le voir pendant que je suis en train de développer ma réflexion sur mon changement? Autrement dit, la nervosité actuellement, c'est qu'il faut tellement faire les choses rapidement que la question, c'est à quel moment je vais voir mon banquier en disant, OK, là, je suis en train de changer, ça me prend des nouveaux équipements, ça me prend peut-être une injection de capital là-dessus, es-tu capable de me suivre? Quel message tu lances à ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette crise-là? Ben, je pense que c'est Nadine tout à l'heure qui a parlé un peu. C'est un temps où, dans le fond, tu sais, il n'y a pas eu d'ouragan, il n'y a pas eu de grands vents. Alors, l'ensemble des actifs sont restés de qualité. Puis, puis avec les programmes gouvernementaux, ça a donné une certaine pause. Et ça a amené une proximité plus proche avec, nous, on les appelle nos membres, mais membres ou clients. Là. Et cette conversation en continu, je pense qu'elle est extrêmement importante. Parce que c'est la première fois qu'on est directeur de compte aussi. C'est pas une situation qu'on a l'habitude de vivre. Il faut qu'on soit plus ouvert. On peut plus suivre les mêmes modèles. Donc, je pense qu'on doit les construire ensemble. Et dans nos responsabilités comme banquier, on a des réseaux de contacts bien différents à l'occasion des entrepreneurs. Et je pense que les solutions se trouvent plus seulement dans une entreprise. On le voit, le vent de solidarité entre les entrepreneurs. Fait que je pense qu'on est capable de connecter les gens, de les accompagner, puis de faire le plan d'affaires. En tout cas, contribuer à en faire un plan d'affaires intéressant, mais il va changer au fur et à mesure. Je raconte souvent, dans le fond, je suggère souvent aux entrepreneurs, racontez l'histoire, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez changer, parce que les chiffres qu'on va mettre dedans, puis les timings, pas certain que ça va être comme on le prévoit. On va devoir s'ajuster en continu, puis ça va être notre devoir de le faire aussi, je pense. Merci. Depuis le début, et Charles l'a bien dit en entrée de jeu, la dynamique, elle est partout dans le monde, mais elle est à la grandeur du Québec. Et quand on a réfléchi à cet événement, Charles et moi, c'est clair qu'on se disait il faut qu'on s'adresse à tout le Québec. Et je vais laisser Charles prendre le relais sur la réponse à travers tout le Québec. Vas-y, Charles. Merci beaucoup, Michel. Je me permets juste 2 courtes observations sur ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Madame Demers, j'ai trouvé intéressant le fait que vous parliez de la philanthropie bancaire, du fait que la plupart d'entre vous avaient décidé de conserver un soutien à plusieurs événements culturels ou touristiques. Puis je vous dirais que les milieux ont tellement de difficultés en ce moment qu'on a besoin que les piliers les plus solides du Québec Inc. Répondent présents au niveau de la philanthropie. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres occasions que maintenant de repenser certains financements et certains supports comme ça. Puis pour revenir rapidement sur le point dont on vient de discuter, sur l'ouverture des banques à discuter des plans de relance, je veux refaire le point parce que je pense qu'il y a des centaines d'entrepreneurs qui sont sur la ligne aujourd'hui et qui ont des attentes envers vous, donc des attentes d'ouverture et d'écoute
pour contribuer à leur relance. Alors, dans la mesure où l'entrepreneur est ouvert, je pense que son banquier ou son institution doit être ouvert parce que vous aimez beaucoup mieux recevoir un client qui vous présente un plan de relance qui vous remette son trousseau de clés parce qu'il ne peut plus fonctionner. Alors, je pense que c'est très important de le mentionner. Si je reviens au point sur les régions, puis je retourne encore à Mme Boisvert, évidemment, la situation est parfois différente dans certaines régions quand on pense à des régions qui vivent pratiquement que du tourisme ou de l'hôtellerie ou de la restauration. Donc, les dynamiques sont parfois différentes de ce qui se passe dans la capitale ou dans la métropole. Et à titre d'exemple, Desjardins, hein, qui est né à Lévis, une région que je connais bien pour y être né, vous connaissez bien, je pense, le tissu régional. Alors, comment se passe cette dynamique-là en temps de pandémie, comme en ce moment? En fait, le premier élément, ce qui distingue peut-être le mouvement Desjardins de mes collègues institutions financières, on a parlé de dividendes puis de modèles financiers. Nous, le modèle coopératif fait en sorte que, pardon, on n'a pas nos actionnaires sont nos membres. Donc, dans le fond, l'alignement des intérêts est peut-être plus facile et évident en temps de crise. Et même si le confinement a été en même temps partout, en fait, on pense que le déconfinement, puis on le voit de toute façon par la position des gouvernements, va se faire par région. Alors, de base, nous, on ne fait pas des dividendes, mais en fait, on retourne à la communauté. L'année dernière, c'est 445 millions. Déjà, au premier trimestre, on parle de 104 millions, soit par ristourne, commandite, etc. C'est une responsabilité qu'on a aussi parce qu'on a une relation de proximité importante dans chacune des régions. Ici, on parle des régions, mais évidemment, on parle beaucoup de tourisme, on parle beaucoup d'hôtellerie qui va être touchée là, selon l'ordonnancement de la situation. Alors, ce qu'on s'affaire à faire, c'est vraiment étudier le tissu économique de chacune des régions. On va parler de la restauration. La restauration en centre-ville, avec des conditions de distanciation sociale, c'est bien différent des solutions qu'on peut trouver, par exemple, aux îles de Madeleine. Si je donne un exemple simpliste, mais dans le fond, nous, on va vouloir accompagner nos membres à trouver des solutions. Moi, je pense que les institutions financières, pas juste nous, dans la relance, dans toutes les régions, on va devoir mettre la main à la pâte. Donc, pas juste être spectateur, être dans l'action. C'est pour ça, d'ailleurs, que la semaine dernière, M. Cormier, notre président, a annoncé le fonds de 150 millions. En fait, on a confiance aux entrepreneurs puis aux organismes régionaux. Alors, ces 150 millions-là vont servir à stimuler les programmes ou des idées pour tenir le coup, hein, pour tenir le coup, parce que dans le fond, on est gelé. On est gelé, juste, puis il faut s'assurer que nos entreprises aient les liquidités pour passer à travers. Alors, tenir le coup selon la situation de chacune des régions. Ben, dans le fond, le fonds de 150 millions permet aux différentes économies de se mettre ensemble et de trouver des projets. On a aussi annoncé le fonds C, qu'on appelle le fonds C, c'est spécifique aux entreprises. Les entreprises qui, justement, auront à modifier leur modèle d'affaires, auront à améliorer la transformation numérique, les communications, ça se fait pas comme avant. Donc, on veut collaborer et mettre les gens ensemble. Une autre chose, on a parlé du panier bleu, là, du côté des initiatives provinciales. Ce qu'on fait, puis j'invite aussi mes collègues à le faire. Par exemple, chez Desjardins, on a 48 000 employés. Alors, déjà, depuis à peu près 2 ans, on a une initiative qu'on appelle le 100% membres. Alors, on fait un catalogue de produits et services offerts par nos membres. Et entre autres, là, on va faire une tournée par région là, pour faire la promotion justement de nos membres dans des secteurs plus touchés, tourisme, confection artisanale ou vêtements ou commerce de détail, etc., par région. Et puis, pour susciter, en fait, l'encouragement de l'économie puis de nos membres. On a tous intérêt à ce qu'ils soient en santé. Fait que c'est différentes initiatives comme ça qu'on fait. On travaille également, puis je sais que j'ai d'autres collègues qui l'ont fait. Nous, on s'est associés avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Alors, c'est une contribution qu'on peut faire. D'ailleurs, on a eu un succès phénoménal. Là. On a eu le double de participants qui se sont engagés. Peut-être un coup de cœur puis un bravo aux entrepreneurs parce que dans ceux qui se sont inscrits, il y en a 70% qui se considèrent en croissance ou stable, mais quand même 30% qui se considèrent en décroissance, mais qui se sont inscrits à cette formation.
Alors, ça va leur permettre probablement de se trouver de l'énergie, parce que c'est ça qu'on va devoir aussi contribuer à faire, hein? Garder nos entrepreneurs en santé, positifs, parce que dans le fond, l'économie va repartir si les entrepreneurs continuent. Mais j'ai très, très confiance. On voit des choses extraordinaires depuis le début de la crise. Et puis nous, ce qu'il nous reste à faire comme banquier, c'est de conserver cette créativité-là puis de les accompagner pour la suite des choses. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Le temps passe vite. J'ai quelques questions additionnelles qui sont assez serrées. Je vais vous les poser. Sylvie, je m'adresse à toi. On le sait, au moment où on se parle, les investissements dans le virage numérique, ça doit être une des premières considérations de beaucoup de vos clients puis de beaucoup d'entreprises. Comment les banques vous organisez-vous dans un contexte comme celui-ci? Iriez-vous jusqu'à mettre en place presque des lignes de finances spéciales ou des accès spéciaux pour toutes ces entreprises qui veulent à peu près faire toute la même chose, quelques investissements dans le virage numérique pour s'ajuster et aussi en regardant vers l'avenir? Comment vous organisez dans ce contexte-là? Mais je pense que ça rejoint plusieurs des points qui ont été touchés, entre autres par Nadine ou par Stéphane. À la fin de la journée, on a des spécialisations, justement, des groupes de spécialisation qui peuvent mieux répondre parce qu'ils comprennent bien cette industrie-là de la technologie. Mais plus grand encore, sans rentrer dans le financement spécifique d'une entreprise en technologie, ça implique probablement toutes les entreprises qui aujourd'hui se rendent compte que le modèle qu'on avait auparavant de contact humain direct va changer. On le voit même du côté des magasins, toute l'industrie du détail. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ceux qui étaient prêts pour le conseil en ligne, allaient avoir des achats en ligne, ont clairement un avantage de cette manière-là. Je vous dirais que les banques, en ce moment, on va absolument supporter ça, mais aussi on s'équipe, nous, d'un côté virtuel, d'un côté numérique, pour aider aussi, faciliter toute la transaction qui se fait avec nos clients, autant personnel que commercial. Je donne un exemple. Étant donné qu'on doit limiter les trafics aujourd'hui dans les succursales, mais on a mis en place un nouveau système totalement nouveau d'enregistrement mobile à la TD pour nos clients, ce qui fait que le client peut s'inscrire dans une ligne, si vous voulez, d'attente virtuelle. Donc, pour une petite entreprise, de dire, moi, je suis pas prêt à aller attendre 45 minutes pour faire mes transactions, mais ils peuvent se mettre dans cette ligne virtuelle-là et aller faire d'autres transactions ou rester dans leur auto s'il pleut au lieu d'attendre dehors. Alors, c'est ce genre de nouvelles avancées-là qu'on doit faire. Si j'avais à penser dans le futur, je pense que le monde n'aura pas le choix de toutes les entreprises de vraiment se dire, OK, quel est mon nouveau modèle d'affaires viable à long terme qui va être soutenable? Puis je pense entre autres à l'intelligence artificielle qui va devenir encore plus fondamentale dans ce virage-là. Avec l'acquisition de Layer 6, une entreprise de renommée internationale en intelligence artificielle, nous avons développé à la TD des nouvelles générations d'applications pour faciliter la vie de nos entrepreneurs. Donc, ces applications-là, avec l'intelligence artificielle, c'est axé sur les données, les analyses prédictives pour qu'à la fin de la journée, nos employés, nos conseillers peuvent mieux suivre et aider nos clients, autant personnels que commerciaux, à faire leur affaire. Il y a aussi, je pense qu'il y a fort à parier que les modèles des banques vont changer parce que pendant des années et des années, TD, ça fait 165 ans qu'on était beaucoup axé sur les transactions qui se faisaient en succursale et tout. Et puis là, maintenant, on est en train de penser à même à titre des nouveaux emplois, peut-être qu'on va devoir créer du côté numérique, du côté virtuel, pour vraiment qui vont être axés plus sur le savoir, sur la relation client à valeur ajoutée, mais qui pourraient se faire à distance. Puis même si c'était entamé par l'industrie en général, cette réflexion-là, je pense que ça va juste accélérer le pas, cette crise-là. Puis en termes d'investissement technologique,
Mais je pense que ça va nous ouvrir une multitude là, de possibilités, là, tant sur les plans de l'innovation, de la conception de nouveaux produits financiers qui vont être plus adaptés peut-être à ce qui s'en vient. Aussi du marketing, comme je disais, d'analyse prédictive pour aider nos clients à naviguer à travers les vagues là, de l'économie. Alors, pour moi, je sais que ça peut quelquefois être perçu comme une crainte, la technologie, mais je pense que ça va être une avancée importante autant dans notre industrie que dans chez tous les entrepreneurs. Si on veut vivre, malheureusement, ça se peut qu'on ait d'autres genres de pandémies comme ça et être prêt à passer à travers. Mais ça reste quand même qu'à la fin de la journée, je ne suis pas inquiète que demain, les banques vont toutes laisser aller leurs employés en succursale dans les bureaux parce que tout va se faire d'une manière numérique. Je pense qu'à la fin de la journée, pour des produits plus complexes, des demandes plus complexes comme les services aux entrepreneurs, les gens vont quand même vouloir avoir une relation face à face ou du moins par WebEx, mais avec les individus qui vont comprendre leur industrie et qui vont pouvoir faire plus que rien que répondre à leurs demandes, mais les conseiller et leur donner des bonnes pistes de solutions pour le futur. Merci. On le prend tous ensemble, le virage technologique, n'est-ce pas? Le virage numérique. J'ai une petite question pour Claude Gagnon. En fait, on relance les activités manufacturières partout. On relance l'économie, des fois avec des rythmes variables. La question des chaînes d'approvisionnement. Des entreprises vont se mettre à avoir des comptes recevables puis des comptes payables. On le sait, dans la crise 2008-2009, il y a eu un enjeu de confiance. Hein? Comment les banques, vous pouvez aider à maintenir la confiance alors qu'on rouvre les chaînes d'approvisionnement, mais on ne sait pas nécessairement dans quelle situation financière se trouve notre fournisseur ou notre client? Oui. En réponse à ta question, Michel, je ferais une différenciation entre ce qu'on a vécu en 2008, qui était vraiment une crise financière, alors que maintenant, on vit une crise économique. Donc, au moins, quand on regarde la crise qu'on vit présentement, ce n'est pas un manque de ressources qu'on a, pas un manque d'argent. Mais il y a une autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que vous savez que les règles de profitabilité commerciale des entreprises, c'est de toujours réduire les coûts minimums. Donc, que ce soit de produire, s'approvisionner de la façon la plus efficace possible et que ce soit en achetant des ressources là, qui viennent de la Chine. L'origine a peu d'importance. Pour l'entreprise, c'est le prix qui dicte la règle. Je pense que de plus, malgré l'appel incessant des gouvernements aux consommateurs d'acheter local, personnellement, je doute fort qu'à long terme, cet appel-là soit entendu et appliqué, surtout en période de crise financière comme on le vit présentement, parce que la capacité de dépenser est un peu plus restreinte. Naturellement, les consommateurs choisiront pour la même qualité de produit le moins dispendieux. Donc, au diable, la bonne conscience, comme on dit, là. Mais je pense qu'on a des choses à faire d'un autre côté. Du point de vue des affaires, moi, je crois qu'il est nécessaire à tout le moins d'effectuer un examen approfondi des chaînes d'approvisionnement et des chaînes logistiques, la logistique. Les changements déstabilisants de la demande des consommateurs provoqués par cette pandémie-là ont également mis en lumière, je dirais, des faiblesses du système logistique des détaillants. Ces faiblesses-là sont particulièrement importantes pour le Québec. Les secteurs du commerce de détail et de la logistique sont traditionnellement à la traîne quand on se compare au même secteur au sud de la frontière. Même que IDC Canada avait constaté que 77 des détaillants canadiens n'avaient aucune stratégie d'innovation en 2018. Donc, la crise pourrait vraiment faire ressortir la nécessité pour les entreprises d'adapter l'analyse de données afin d'améliorer leur capacité de gérer des changements soudains de demande comme on vient de le vivre. Il y a des grandes entreprises qui appliquent ça là, très activement. Je prends Walmart, par exemple, qui utilise un registre commun avec ses fournisseurs de produits alimentaires pour repérer les changements dans les demandes à partir de cette technologie de point de vente. Et ça accroît finalement l'efficacité de ces systèmes logistiques. L'intégration des données sur les achats en temps réel dans les stratégies de chaîne d'approvisionnement d'une entreprise va permettre au secteur du commerce de détail de réaliser des gains d'efficience importants sur le plan de la logistique et aussi de favoriser, je dirais, l'engagement des clients en s'adaptant de façon dynamique au changement des demandes. Le temps ne pourrait être mieux choisi là, pour investir davantage dans les technologies du secteur du commerce du détail et de la logistique au Québec, en particulier
pour répondre à la forte croissance de la demande du commerce électronique et d'accroître la rentabilité. Donc, comme Sylvie le mentionnait, c'est très important. Il faut prendre en considération, quand je parlais de notre marché au Québec, nos entrepreneurs, on est un marché de petites, puis même de TTE, de petites entreprises. Je parlais de démographie au tout début. La majorité de nos entrepreneurs, c'est des gens aussi qui gagnent en âge. Donc, quand vient le temps d'investir, il y a une grosse question là, qui vient dans leur tête en disant j'ai investi toute ma vie dans mon entreprise et je pensais me bâtir un coussin intéressant pour ma retraite, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois investir encore à nouveau des sommes très importantes pour amener mon entreprise à un autre niveau? Il y a ça, puis je pense que les banques, on peut définitivement accompagner ces entrepreneurs-là et les aider à se remettre, là, je dirais, au 2.0, qui sera on dit, on revient à la normale. Ça va être la nouvelle normale, là. Puis je dis 2.0, on est rendu au 5.0, là. Mais puis pour ce faire, je pense qu'il serait crucial que le Québec se dote d'une politique économique agressive là, qui va favoriser l'investissement pour accélérer l'implantation de solutions technologiques pour arrimer l'ensemble de l'approvisionnement et de la logistique au Québec. Donc, je pense qu'il y en va de notre avenir commercial et de notre autonomie aussi comme marché ici au Québec. Merci. Deux petites dernières questions. D'abord, je vais commencer avec toi, Stéphane. On voit du déconfinement progressif ici, mais on demeure incertain sur le rythme avec lequel ça va se passer. Puis à travers le Canada, ça ne se passe pas de la même façon. Mais en même temps, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'on devrait amener nos entreprises du Québec, nos entreprises d'ici à être plus actives dans le reste du Canada? Puis la question, c'est, pour ces entreprises-là, c'est un risque. C'est peut-être un marché où les entreprises n'étaient pas présentes. Du point de vue d'une banque comme la Banque nationale, comment les banques, mais comment vous pouvez amener nos entrepreneurs d'ici à être plus actifs sur le reste du Canada, alors que c'est peut-être le premier marché sur lequel ils devraient se concentrer dans les prochains mois? Je suis entièrement d'accord avec toi, Michel. La réalité, c'est que justement, là, il va y avoir peut-être une certaine montée du protectionnisme. Je partage les commentaires de Claude que ce sera pas permanent, mais il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Puis si on doit travailler une chose, c'est faire en sorte qu'on incite nos entrepreneurs et nos gouvernements à libéraliser le commerce canadien. Alors, il y a encore des secteurs comme la construction, l'alcool, l'électricité, les infrastructures où il n'y a pas encore suffisamment de capacité et de facilité pour les entreprises d'ici à aller travailler ailleurs, et l'inverse va de soi, évidemment. Et à titre de Québécois qui parlons souvent deux langues, une ouverture de ces frontières provinciales-là va de toute façon bénéficier les PME du Québec bien plus que l'inverse. Alors, on a tout intérêt à tous pousser dans ce sens-là. C'est très, très clair. Alors ça c'est une réalité qu'on devra faire. C'est sûr que l'Ouest canadien, il y a des changements structurels qui se produisent. Moi, j'ai une vue dans mon rôle sur la totalité du pays. Puis, c'est clair que ça fait 2 semaines à peu près là, que les commerces sont réouverts en Alberta. Il y a encore une activité économique qui est très, très lente. Tu as parlé de chaîne d'approvisionnement. Les gens vivent aussi des ruptures. Il y a des chocs de demande. Donc, il faut se préparer à ça. Puis un petit dernier commentaire qui n'était pas directement en lien avec ta question, mais une préoccupation que j'ai et que je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont. Soyez prudents lors du déconfinement. On a beaucoup d'entreprises dans l'alimentaire et ailleurs qui font venir des travailleurs de la région de Montréal. Vous ne voulez pas devenir le prochain CHSLD et vous ne voulez pas avoir survécu à la crise pour ensuite voir votre usine ou vos opérations fermées parce qu'il y a eu de la contamination dans votre chaîne d'approvisionnement d'employés. Alors, il sera important de mettre en place ces mesures sanitaires-là, particulièrement quand on est des gens de différentes régions, des zones plus chaudes puis des zones plus froides. Et ça, c'est un risque important qu'on court et qu'il ne faudrait pas prendre pour acquis. La chaîne d'approvisionnement, ça comprend aussi les employés. Merci, Stéphane. Je t'écoutais à la fin dans ton dernier commentaire, puis je me suis posé la remarque que dorénavant, dans tous nos événements, je vais commencer en rappelant ce que tu dis là. La responsabilité des entreprises et des milieux de travail à mettre en place ces mesures-là. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on le répète tout le temps. Ce n'est pas juste une exigence gouvernementale, c'est du point de vue de l'intérêt de l'organisation, évidemment, et de ses travailleurs. On va le faire dorénavant.
Nadine, on vient de parler de commerce intérieur canadien, mais je voulais qu'on prenne quelques minutes parce qu'on est une société d'exportateurs. On le sait très clairement vers le marché américain et vers le reste du monde. Vous avez des clients qui vivent des marchés à l'exportation. Il y a deux éléments dans la question. Le premier, c'est est-ce que, du point de vue des banques, vous sentez qu'il y a un rôle que vous devez jouer différemment compte tenu des incertitudes sur les marchés étrangers, l'ouverture des marchés, etc. Un. Puis deux, si des nouvelles entreprises se disent « Moi, je n'ai pas le choix, je viens de mettre mes sites web en ligne, je veux développer, pas mis mes sites web en ligne, mais je viens de mettre mon site transactionnel en ligne. » Est-ce que, pour les activités internationales, comment vous voyez ça du point de vue des banques? Oui, mais c'est une super bonne question. Mais d'un, c'est sûr qu'on veut faire partie d'encourager la reprise au Québec. Ça fait partie de nos responsabilités en tant qu'institution financière et vraiment de contribuer au succès de nos clients, définitivement. Alors, j'appuie les initiatives comme le panier bleu et tout ça parce que on a besoin que nos entrepreneurs au Québec aient du succès pour pouvoir repartir l'économie. Effectivement, il faut pouvoir avoir une belle diversification et offrir l'opportunité qui est disponible aussi à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada pour nos entrepreneurs qui ont déjà cette facilité-là. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Je pense que ça commence par comme vraiment parler de partenaires commerciaux. Alors, on a parlé ce matin de nos partenaires commerciaux qui sont là et essentiels pour bien servir nos clients, évidemment, ce que nous, on fait en tant qu'institution financière pour accompagner, pour s'ajuster, pour s'adapter constamment, là, pour pouvoir bien servir le client personnel ou commercial. Donc, on a parlé d'IQ, BDC, EDC, nos partenaires qui travaillent de très proche avec nos clients, les firmes comptables, avocats et tout ça, là, tout le cercle habituel qu'on a pour bien servir nos clients entrepreneurs. Mais c'est important aussi de parler des partenaires commerciaux autres. Alors, c'est en lien un petit peu avec l'intelligence artificielle, là, ce que je vais vous partager. Mais je pense que c'est comme une des prochaines étapes dans la reprise et le futur et voir d'autres opportunités. Alors, on a développé un produit, une plateforme, si vous voulez, Michel et à tous, qui s'appelle la RBC Connexion Globale. Alors, RBC Connexion Globale, c'est une solution pour le groupe trade, là, pour tout ce qui est trade, échange et tout ça, et ça s'applique à l'international. En fait, on est capable de couvrir avec cette plateforme-là plus que 50 pays. Alors, la plateforme est offerte gratuitement là, par RBC au Canada. Alors, ça donne la possibilité aux entreprises, en fait, canadiennes d'accéder aux occasions de croissance partout dans le monde, rechercher des nouveaux marchés aussi parce qu'on sait qu'il va y avoir des opportunités au fur et à mesure que la vie reprend. Ça nous donne accès à des nouveaux partenaires aussi à l'entremise de l'Alliance Club Commerce International. Alors, vraiment un beau reach de ce côté-là. Et puis, ça permet à l'entrepreneur de communiquer directement avec les partenaires commerciaux sur le portail en ligne. Alors, c'est live. Tout ça, c'est du travail d'intelligence artificielle. Puis, si vous voulez, je peux vous le partager, là, mais le lien à la suite de la discussion d'aujourd'hui, mais c'est rbcglobalconnect.rbc.com. Je vous le partagerai si ça vous intéresse, mais je pense que c'est important pour justement démontrer le développement continu des partenaires commerciaux. Et surtout, c'est une valeur ajoutée pour nos entreprises et nos entrepreneurs pour commencer à se développer davantage et regarder des options où c'est possible. D'autres exemples de partenariats, là, on en a parlé un petit peu aussi, là, mais qu'on veut continuer à supporter, bien, justement, les chambres de commerce, la FCCQ, c'est une énorme valeur ajoutée à pouvoir travailler avec vous pour supporter la reprise et continuer à aller de l'avant. Les entreprises comme l'AMBAC, les YPO, que ça se fasse au niveau du Québec ou international, il y a beaucoup de réseaux d'échanges à travers ces organismes-là où on a la chance d'échanger entre nous, entre entrepreneurs, puis de partager des bonnes pratiques ou des difficultés afin de s'améliorer, de se supporter à travers tout ça. Alors, j'ai beaucoup d'autres exemples, mais je vais être consciente du temps. Là. À la fin de la journée, là, RBC, on va continuer à investir en technologie comme nos collègues en numérique. On est en plein dans l'intelligence artificielle en ce moment.
comment est-ce qu'on éduque nos clients. Tout est possible maintenant virtuellement, mais évidemment, on va aller au rythme du client. Je pense que c'est Sylvie qui le mentionnait, c'est pas nécessaire d'aller plus vite que ce qui est disponible, mais c'est sûr que nos rôles changent tous. On apprend à travailler différemment, puis c'est bien correct comme ça. On va garder ce qui est positif de la crise pour pouvoir aller dans les prochains mois puis les prochaines années, puis mieux accompagner nos clients et nos employés. Alors, les investissements vont continuer, les ajustements vont continuer, l'adaptation de la banque à mieux vous servir et à s'assurer qu'on donne le bon support va continuer. Mais à la fin de la journée, là, ça vient aux relations, puis j'en parle souvent à mes équipes, là, c'est la relation interpersonnelle qu'on a avec nos clients, qu'on a entre nous. C'est ça qui fait la différence. Tous les investissements en technologie qu'on peut faire, là, c'est bien beau tout ça, là, mais ce qui fait la différence, c'est les contacts proactifs. Je le répète encore, là, si on est devant nos clients avant que nos clients nous attendent, bien, on a une bien meilleure chance d'avoir un impact positif et de pouvoir les aider. Et c'est le feedback que je reçois de nos clients entrepreneurs également, là, c'est d'être là devant, avec vous, à vos côtés, à travers tout ça, parce que la crise, c'est tout le monde qui la vit. Et on apprend avec vous et puis on va développer des solutions ensemble. Alors, à travers tout ça, il y a du positivisme malgré les difficultés. Merci. On arrive à la fin du temps qu'on avait prévu pour l'événement. Pour moi, c'est extrêmement rassurant que vous soyez là tous les 6, que vous veniez dans le trafic. J'essaie de toujours dire à quel point, dans la crise, il y a des piliers qui doivent être puissants, qui doivent être là, qui doivent soutenir tout le poids de ce qui se passe autour. Et le système financier est fondamental. Et je pense que on peut toujours des fois critiquer certaines choses, mais la réalité, c'est que quand on compare avec ce qui se passe à l'international, on peut être extrêmement rassuré de la solidité de notre système financier. Je vais vous passer 2 petits messages. D'abord, vous en avez parlé. Votre rôle comme joueur corporatif, votre rôle en termes de commandite va aussi être extrêmement important. Je parlais avec Catherine Dagenet de la SAQ cette semaine, puis je disais, vous, là, vous n'avez pas arrêté de vendre du vin et de vendre de l'alcool. Il va falloir que vous soyez au rendez-vous parce qu'on va avoir besoin de vous dans l'écosystème. Ben, je vous dis, vous, les banques, ouvrez vos oreilles. Je sais que vous en avez déjà beaucoup, là, vous êtes là, mais ça s'en vient. Il y a un tsunami de demandes d'appui pour des événements, pour des festivals, pour des causes qui vont vous arriver. Mon deuxième message, et je sais qu'on s'adresse à l'ensemble du Québec, mais je veux juste attirer votre attention sur le centre-ville de Montréal. Vous êtes des grands employeurs et vous allez dire probablement à tout votre personnel, restez en télétravail parce que c'est nécessaire pour un certain temps. Mais je vous dis, soyez attentifs parce que le centre-ville de Montréal va vivre une baisse de l'achalandage marquée. Il va falloir qu'on réfléchisse comment on soutient ce centre-ville-là. Donc, c'est 2 petits messages. Troisième message, un scoop. Votre ancien collègue, qui est devenu notre ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, va être à notre tribune le vendredi 29 mai à 10 h. Et ça va être, je pense, un rendez-vous très important. Et puis, en terminant, outre que je veux remercier tout le monde qui était avec nous aujourd'hui, vous 6, je veux aussi remercier Charles. C'est pas très fréquent qu'on fait des événements conjoints, Chambre de commerce et FCCQ. Et Charles est en poste depuis peu de temps. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Michel, il faut qu'on fasse des affaires ensemble ». Charles, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci, Michel. Je veux remercier aussi les panélistes très rapidement. Puis vous rappeler que les entrepreneurs qui sont à l'écoute aujourd'hui ont besoin de votre écoute et de votre agilité. Puis je pense que quand on va faire le post-mortem de la COVID-19, on réalisera que votre travail a contribué à sauver ou à relancer des centaines, des milliers d'entreprises. Alors, votre rôle est vraiment crucial, comme le disait le titre de notre webinaire. Alors, merci à toi, Michel. Merci à vous 2 pour cette belle initiative-là. Ça va bien aller? Merci. Oui. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bonjour. Bye-bye. Faites attention à vous autres. Bye. Merci, Michel et Charles.